Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, l'actualité du cinéma, c'est aujourd'hui avec un invité et non des moindres, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Pascal Elbé pour son nouveau film La Bonne Étoile. La Bonne Étoile, une comédie historique qui est sur les écrans depuis une semaine. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour. Voilà, alors c'est votre quatrième film en tant que réalisateur. On avait vu On est fait pour s'entendre et vous étiez venu dans les studios de Radio J pour en parler. Avec ce film, La Bonne Étoile, vous offrez à Benoît Poelvoorde le rôle de ce Jean Chevalin, un rôle très original, qui veut se faire passer pour un juif dans la France occupée de 1940. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé qu'on s'en sort beaucoup mieux quand on est juif, qu'on peut se sortir de sa misère et qu'il va pouvoir devenir un privilégié comme les riches. C'est incroyable cette idée. Ah oui, mais vous savez, c'est quand on vient avec une proposition de cinéma, il faut avoir une proposition forte, on va dire. Et c'est vrai que nous, c'est un peu la déformation. Celle-là, elle fait fort, oui. C'est un peu la déformation professionnelle, c'est de se dire comment on peut, j'allais dire, prendre toujours le contre-pied des choses pour les raconter. C'est de jamais aller tout droit. Et encore moins dans le discours ou dans le côté, j'allais dire, moralisateur. Il faut s'en méfier. Il faut divertir avant toute chose. Mais comment vous est venue cette idée ? En fait, c'est depuis des années, je sentais ce mauvais de l'antisémitisme qui grimpait de façon vertigineuse. On n'en parle même pas après le 7. Mais bien avant le 7, puisque j'ai commencé à écrire ça il y a 3-4 ans, je me suis dit comment répondre à tout ça. Comment, puisque j'entends toujours ces stéréotypes perdurer, ce côté ils s'en sortiront toujours bien et mieux, et ils ont le bras long. Donc je dis ok, puisque j'entends ça toujours aujourd'hui, on va voir si y a quelqu'un qui est bercé assez près du mur pour le dire en 1940. De dire je vais me faire passer pour un juif puisqu'il s'en sort toujours mieux. Je me suis dit quand même c'est fou d'entendre ça aujourd'hui. Alors on va faire en sorte que le même discours se fasse entendre en 1940 au plus fort de la tempête. Ouais. Au plus fort de la tempête, et pourtant votre film est une comédie. C'est une comédie décalée, burlesque, qui s'attaque effectivement aux préjugés et aux stéréotypes antisémites. Alors je parle de comédie, mais c'est aussi une tragicomédie. Oui, c'est ce que j'aime, c'est de traiter des sujets graves, mais avec légèreté. Évidemment que c'est un film, ce qui est assez étonnant dans les retours que je peux en avoir, parce qu'on a fait une grosse tournée partout en province, on a fait plus de 80 villes, et les gens disaient souvent, ce film nous fait du bien. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous fasse du bien. Et ce qui est fou, c'est d'arriver avec un film qui fait du bien en parlant de délation, de collaboration et d'antisémitisme. Et c'est toujours cette façon d'en parler, c'est notre métier, notre mission, d'en parler de façon, avec ce petit pas de côté qui fait en sorte que les gens ont envie de se pencher sur cette histoire pour pas les prendre en otage mémoriel ou historique. Je me méfie toujours, évidemment, que c'est un film aujourd'hui qui doit être vu. Pour moi, ce sera pour nous tous, ici, une pommade incroyable ou un doigt d'honneur pour les autres. C'est important. C'est pas mal. Les deux vont ça avec, résume bien l'ambiance. Voilà, mais c'est vrai que j'ai envie de... Oui, ce serait bien que ce film soit partagé, mais surtout, il faut faire très attention et toujours être très habile avec ce qu'on raconte sur ce propos, parce que ça peut très vite aussi être détourné à nouveau. Et nous, notre métier, c'est de dire, voilà, on arrive, on met un nez rouge, on vous raconte notre façon de voir l'histoire, on tourne les choses en ridicule, et si vous êtes toujours là à vous regarder dans une glace, après tout, c'est que c'est un vrai problème. Mais alors justement, dans le film, il y a de l'humour burlesque. Vous nous parlez du nez rouge. Est-ce que pour vous, l'humour autour de ce sujet, c'est aussi une forme de résistance ? Absolu. Vous savez, cet humour juif aussi, pendant la guerre, c'était le dernier acte de résistance avant de s'effondrer ou de tomber, c'est de dire ils n'ont pas tout eu, là-dessus ils ne nous prendront pas aussi notre esprit. Et puis aujourd'hui, on est dans une époque où on fait totalement disparaître le deuxième degré, ce deuxième degré aujourd'hui devient dangereux à manier, et pour moi il est impensable qu'au cinéma, qui est le dernier espace de liberté, on oublie ce second degré-là pour être toujours dans cette bien-pensance du premier degré où on s'autorise absolument plus ce petit pas de côté. Pour moi, c'est une défaite de la pensée. Oui, l'humour, parfois, quand il est bien pratiqué, c'est un acte de résistance. On va voir justement un exemple de cet humour dans la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as déserté.
Oh, tout de suite, les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais après tout. On va répéter. Joseph Ivanovitch, vous êtes juif? Bah non. Ah si. Que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. Tu crois en Dieu? Peu moi depuis que je suis juif. Voilà la bande-annonce de La Bonne Étoile avec Pascal Elbé qui est notre invité avec Lynn Toubiana dans le studio de Radio J aujourd'hui. Alors Pascal, quelles ont été vos sources d'inspiration? Je crois que vous êtes parti aussi d'un livre. Non, en fait, en réalité, je suis pas parti d'un livre. C'est un film. C'est un livre que j'ai lu à mi-chemin quand j'étais en train de l'écrire et qui m'a conforté. C'était Ilsenrath. C'est un auteur allemand qui a dû s'exiler aux États-Unis. Parce que ce qu'il racontait, c'était un peu trop frontal. Un ancien déporté qui a écrit 2 bouquins, notamment un qui s'appelle Le Nazi et le Barbier ou Fuck America. Et il m'a conforté. C'est de la littérature, donc on peut aller beaucoup plus loin qu'au cinéma, donc il faut toujours s'en méfier. Mais Ilsenrath racontait dans Le Nazi et le Barbier cette histoire d'un jeune Allemand qui s'enrôle dans l'armée nazie et qui pique des gens dans les camps. Et qui, quand il sent la défaite, quand les Russes arrivent, alors il emprunte l'identité d'un ancien voisin juif qui s'appelait Finkelstein. Donc voilà une imposture quand même. Voilà, et à la fin du livre, c'est un hommage que je rends au bouquin, il embarque sur l'Exequitus, qui était l'Exodus, et comme le bateau n'avait pas le droit d'accoster, puisqu'il était refusé partout, donc évidemment, le typhus, la malaria s'est répandue, et quand il nous demandait s'il y avait des gens qui savaient piquer pour faire des vaccins, lui, il a levé la main pour dire... Et à la fin du livre, finalement, il sauve des juifs alors qu'il les a piqués au début du livre. Donc c'est complètement fou. Et en même temps, même Fuck America, c'est cette histoire de cet enfant qui revient 4 ans après la libération des camps à New York et qui veut juste vivre, danser, faire l'amour, vivre, quoi. C'est bouleversant. C'est d'une poésie absolue et l'écriture, elle est très tendue. Vous donnez envie qu'on le Ah non, mais c'est formidable. Oui, c'est bien. Ouais, on a très envie quand on vous entend. Et ça pique les yeux parce que c'est pas écrit du tout avec c'est jamais psychologisant, c'est hyper âpre. C'est une écriture très frontale et c'est étonnant. Et vous aviez aussi quand même des sources d'inspiration cinématographique. Ah oui. La Grande Vadrouille. Oui, La Grande Vadrouille, mais aussi moi. Vous savez, moi, les films qui m'ont accompagné beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est le cinéma italien. Moi, c'est la tragicomédie italienne qui m'a bercé. C'est parce qu'à l'époque, on savait écrire pour des personnages ordinaires, qui avaient des gros tracas d'après-guerre, et pourtant, ils continuaient de nous faire sourire, nous émouvoir. C'est ce cinéma-là, populaire, que j'aimais bien, et qui m'a bercé toute mon enfance. Ils étaient, les films de Dino Risi et Monicelli, il y avait quelque chose qui touchait à l'essentiel, ils dégageaient beaucoup d'humanité et en même temps sur des sujets quand même assez graves. Oui, et alors il n'y a pas que la tragicomédie italienne, il y a aussi ces films français avec Bourvil notamment, et je crois que vraiment Benoît Poelvoorde fait beaucoup penser à Bourvil dans ce rôle de Jean Chevalin. C'est-à-dire que c'est vrai pour moi, on retrouve la même singularité et la même humanité. C'est des acteurs qui vous permettent de pousser très loin le curseur. On peut partir d'un personnage qui est un peu épais, un peu lâche, veule, mais il est surtout guidé par l'espoir de s'en sortir. Et par son ignorance, bien sûr, mais c'est pas un mauvais bougre. Et ça, il faut beaucoup d'humanité chez l'acteur pour pouvoir justement jouer aussi loin et aussi bas parfois avec les curseurs, sans qu'on le trouve, sans qu'on ait un rejet. Il faut une humanité à la Bourvil. Poelvoorde a ça. Il fait partie de ces grands clowns. Oui, puis c'est un personnage qui évolue du début du film jusqu'à la fin. Enfin, bon, c'est plus il s'est un peu débarrassé de ses préjugés. Oui, il s'élève encore une fois, au contact de l'autre. Il va s'affranchir de son ignorance en rencontrant la grande histoire et il va découvrir ce que c'est peut-être être juif et ce que ça veut dire être juif. Et c'est vrai que c'est encore une fois,
nous, dans notre époque où on est sur nos algorithmes, on est un peu replié chacun sur ses peurs, et on a du mal à renouer le dialogue, on a du mal à aller vers l'autre. Quand on le fait, en général, on est récompensé. Il y a une scène vraiment savoureuse, c'est la scène du Shabbat, du Kiddush, où il boit le Kiddush complètement, tout le verre, et il dit j'avais grand soif. Bon, et puis il perce sa kippa, enfin la serviette qu'il a sur la tête. C'est une scène aussi savoureuse. Oui, c'est une scène. C'est la première fois que j'entraînais Benoît pour faire le Kiddush un soir de Shabbat. Et c'est un peu, je le dis souvent, un peu rendez-vous en terre inconnue, c'est pas du tout. Mais par contre, il était très impliqué et il a une grande soif aussi de connaître. Non, mais c'est vrai, il n'a pas que soif de tout. ça. Oui. Ouais, Oui. Il était très curieux de ce qui entoure aussi toute cette culture et cette religion-là. Très curieux de tout ça. C'est bien, il s'est enrichi J'espère, de cela. mais je pense, il était très heureux de cette aventure. Ah oui. Alors, il y a un autre personnage qui est très intéressant dans votre film, c'est le personnage joué par Zabou Bretman, le personnage de la baronne résistante. C'est intéressant parce qu'on voit peu de nobles, de gens de l'aristocratie qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Et pourtant, il y en a eu beaucoup. C'est une page de l'histoire qu'on connaît assez mal, mais qui existe. Évidemment, moi, le personnage de Zabou Bretman, c'était une façon de rendre hommage à toutes ces grandes résistantes qu'on a connues, qui ont libéré le pays. Et il y a eu aussi, je pense à Germaine Tillon, à Charlotte Cordray ou Lucie Aubrac, mais il y en a eu c'est la place des femmes aussi dans cette guerre. C'est important que le commandement de la résistance, ce soit une femme qui l'incarne. C'est aussi une façon de les mettre en lumière. Alors justement, vous-même jouez dans le film, vous jouez le rôle de Sam Goldstein, un coiffeur juif et un père à la recherche de son fils arrêté par les nazis. Pourquoi ce rôle en fait, et pourquoi ce rôle pour vous ? Pour moi, parce que j'avais pas envie de laisser quelqu'un d'autre jouer en face de Paul Worm. Pour moi, parce que ça fait toujours un acteur de moins à caster. Très bien. Et puis parce que vous êtes un excellent acteur et que vous aimez jouer, ça on est d'accord. Oui, et puis vous savez, par rapport à l'image que je peux renvoyer, avec ma voix, avec ma carrure, j'avais pas envie de reproduire ce personnage que j'ai tellement vu dans les films français et que j'avais commencé à l'écrire de cette façon-là. Vous savez, ce petit juif avec les petites lunettes en métal cerclé, toujours en train de s'excuser, un peu obséquieux, un peu plein de sagesse, mais qui ne s'implique pas. On a beaucoup vu ce personnage-là, l'incarnation du juif caché, du juif qui est toujours là pour avoir un bon mot, mais qui est empreint de sagesse et en même temps un peu comme ça, un peu obséquieux, un peu... Non, j'avais envie que ce soit une incarnation différente, que ce soit, j'allais dire, presque un peu plus... entre gros guillemets, un peu plus viril. Ça veut dire que, voilà, ce ne sont pas des gens qui ont passé leur temps juste à être dans le sourire caché, dans la peur de l'autre. Non. Il y a des gens il y a beaucoup de juifs qui sont engagés pendant la résistance. En plus, c'est un vrai rôle de composition parce que vous êtes un juif séfarade et vous jouez le rôle d'un juif ashkénaze. Alors, c'est ça l'imposture. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Vous savez, on dit toujours ce sont les meilleurs amis des juifs. Nos amis ashkénazes. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi, donc évidemment, le thème de la résistance, mais il y a aussi le thème de la délation. Et il y a une prostituée juive qui a été dénoncée. Alors ça, là aussi, c'est original de oui, pareil, de la même façon. Oui, c'est pas parce qu'un peuple est traqué et se cache que c'était tous des gens, j'allais dire, respectables. Ce que j'aimais bien, c'est de traiter aussi notre diversité. Ben oui, un personnage de prostituée juive qui se fait dénoncer par sa gardienne d'immeuble parce qu'elle en est jalouse, c'était important à raconter. Ça fait partie aussi de mettre un petit peu, j'allais dire, voilà, d'incarner ça de façon un peu plus sauvage, un peu plus vivante, de dire que oui, il y avait aussi des prostituées qui, elles aussi, ont été... mais c'était... d'abord, cette actrice est formidable. Oui. Voilà, donc Émilie Grabois-Kahn, elle s'appelle, elle était formidable. Mais oui, c'est ma façon, mon petit pied de nez aussi, toujours à cette image qu'on a de ces juifs traqués qui étaient là en train de subir. Non. Pendant la guerre, il y a beaucoup de juifs qui se sont engagés même dans la résistance. Il y avait un grand mouvement de résistance. C'est pas vrai qu'on a forcément subi. On a beaucoup subi, mais pas que, et certainement pas dans l'ensemble. Majoritairement, on s'est impliqué, on a fait ce qu'on a pu.
On peut rappeler quand même l'héroïsme d'Ézéie pendant la guerre qui avait un très très grand réseau de résistance. J'avais juste envie de le dire. Ben oui. Vous avez commencé à réaliser votre film ou à écrire votre film avant le 7 octobre ou Bien après sûr. avant le 7 Non, octobre? avant. Vous savez, moi j'ai fait des films comme Alimi, comme Oui. le fils de l'autre et tout. Vous savez, c'est cette... Celui d'Arcadie. Oui, mais le vent mauvais, je l'ai senti se lever il y a très longtemps. Malheureusement, c'est un film que j'aurais pu écrire il y a 10 ans, comme dans 10 ans. Ça ne changerait pas grand-chose. L'actualité, cette récurrence de l'antisémitisme est permanente. Et elle revient comme une lame de fond. Elle ne nous a jamais quittés. Donc, évidemment que je l'ai écrit avant le 7. Et après le 7, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre travail professionnel? Oui, il y a eu On s'est demandé comment travailler nos éléments de langage, mais je m'en foutais de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre en otage la culture par l'actualité. Quand on me ramène au conflit, je dis non, je m'en fous. Moi, je parle de mon histoire de France, mon socle républicain, cette seconde guerre. Qu'est-ce qu'elle nous a pas appris pour qu'on le revive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit continuer à nous apprendre, ce que nous sommes aujourd'hui? Bien sûr que le 7 nous a fait un peu peur en disant est-ce qu'on peut encore raconter quelque chose? Et là, j'ai fait une grande tournée dans toute la France et j'ai entendu beaucoup de solidarité. Cette majorité silencieuse dont on parle. C'est bien, c'est important de le dire aussi. Mais oui, je suis venu l'autre jour parce que j'ai fait en province, enfin, c'est pas un terme péjoratif, oui, en dehors de Paris, il y a des réactions beaucoup plus solidaires et positives. Absolument, mais totalement. Il n'y a qu'à Paris qu'on est bercé près du mur. Genre en province, j'ai fait plus de 80 villes avec des débats et des présentations. Les gens viennent vous parler. Et sont totalement indignés et très touchés par ce qui arrive aujourd'hui en France. Et vous avez eu des réactions d'hostilité? Non, une fois ou deux, de la part d'un lycéen qui a voulu faire le malin en prenant le micro, en me disant que, évidemment, dès qu'on entend le mot Israël à la fin, il y a quelque chose qui les réveille. Donc, faut contourner. C'est compliqué aujourd'hui de discuter, de dialoguer. Ils sont dans un narratif tellement ancré, tellement fort, mais pour autant... moi, je baisse pas la garde et depuis que la paix a été signée, j'ai aussi plus de force et de courage pour parfois, quand on me demande pourquoi j'ai pas raconté, par exemple, cette histoire-là entre un juif et un musulman de Palestine, pourquoi j'ai pas plutôt fait une histoire comme ça? C'est parce que je dis c'est pas mon histoire. Ça me touche, bien sûr, mais mon histoire, c'est mon histoire de France. Foutez-moi la paix avec ce qui se passe là-bas. Moi, ce que je veux raconter, c'est ce qu'on a vécu ici pendant cette seconde guerre et ce qu'on continue à vivre ici, quand on invisibilise des artistes, quand on les boycotte, quand on les empêche de se produire. C'est ça, moi, qui m'intéresse et qui m'interpelle. C'est pas à chaque fois, pour sa bonne conscience, convoquer ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que j'en sais? Mon histoire de France, elle est ici, pas plus loin. Et vous continuez d'ailleurs cet engagement artistique au théâtre, puisque vous avez joué avec Stéphane Guillon dans Inconnu à cette adresse. Vous continuez toujours à... Non, eux, ils sont en tournée avec Daroussin sur les routes de France. Mais c'est important pour moi aussi... Puis pareil, de la même façon, j'ai entendu beaucoup de salles se lever à la fin de la pièce. Ce public qui se levait comme un seul homme, c'était pas juste parce qu'on avait produit un beau spectacle, c'est qu'il y a quelque chose que ça raconte derrière. Il y a ce ras-le-bol général que moi j'ai entendu dans toute la France. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, qui nous témoignent leur solidarité. C'est sûr que je me suis senti beaucoup moins seul après la tournée en rencontrant cette France-là. Pour autant, comment dirais-je, j'ai trouvé ça très touchant d'être touché. Mais je trouverais ça mieux d'être indigné et de s'engager vraiment. Je leur ai dit, vous savez, à l'époque, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait tout. Donc, si vous avez un élan de solidarité envers peut-être un voisin dont le fils a peur d'aller à l'école parce qu'il est ce qu'il est, c'est bien de lui témoigner ce soutien. C'est bien une petite tape dans le dos. Parfois, c'est un mot qu'on peut envoyer. Mais vous savez, le courage silencieux, il ne sert à rien. L'indignation silencieuse, elle ne sert à rien. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve assourdissant, c'est le silence qui a entouré, par exemple... le boycott des gens comme Amir ou ce qu'on a essayé de faire avec Enrico Macias. Mais ou au concert philharmonique. Ou au philharmonique. Oui. Mais là, il y a eu, on va dire... de nombreux musiciens juifs aussi qui sont touchés aujourd'hui, en fait. C'est clair, parce que juifs. Ouais. Parce que juifs, mais il y a eu beaucoup de soutien aussi. Pour le philharmonique, il y a une pétition qui a été faite par beaucoup de gens. Bien sûr. Et puis finalement, le concert s'est maintenu, a été joué. Donc finalement, encore une fois... On a gagné quelque part. On a gagné quelque part, mais qu'est-ce que je vous dis? Quand je prépare ce film et que autour de ma table, quand je suis en préparation du film, que ce soit mon producteur ou des gens qui m'entourent, me disent qu'ils ont tous changé leur nom pour se faire livrer. Je suis en 2024 quand je prépare ce film et finalement... Ah oui, c'est terrible quand même. Donc le combat, évidemment...
continue, il est loin d'être gagné, mais on va dire que à nous tous, nous résistons. Et puis votre film, c'est un film de résistance par Oui. l'humour. Oui, la résistance par à rire. l'ignorance et à la bêtise, à Exactement. l'ignorance. Mais Et il y a beaucoup d'émotions aussi. Hein. Il y a beaucoup Ouais. d'émotions et c'est un film qui donne l'espoir. Alors, je pense qu'on va écouter peut-être maintenant la chanson de Leonard Cohen, Anthelme. Radio J. The birds they sang at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The whole La très belle voix de Leonard Cohen dont on ne se lassera jamais. Je crois que vous appréciez ce choix. Ah, j'adore Leonard Cohen, moi, il Ouais. m'accompagne beaucoup. Oui. Mais tellement. Et puis je pense toujours à cette phrase qu'il avait dit, c'est à travers la fissure que pénètre la lumière. Voilà. Ben, c'est un peu le propos de tout ça, de ce qu'on se dit depuis le début. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Alors, beaucoup. Merci, bravo Pascal Elbé, vraiment. On adore votre film, on y court. Oui, on encourage nos auditeurs à y y courir. courir, S'ils voilà. n'y sont pas déjà, allez. Oui, mais Voilà. on continue, c'est On bien continue. une semaine après l'autre. Voilà. Lynn, très rapidement, 2 conseils de films, Oui. parce qu'on est quand même un Alors, mercredi et d'autres films sortent. Alors, il y a Jean Valjean de Éric Bénard, avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy, Isabelle Carré, un super casting. Voilà, c'est le drame historique, bien sûr, qui s'inspire des Misérables, de la première partie des Misérables, de Victor Hugo. Voilà, c'est les personnages de Jean Valjean qui sort du bagne après 19 ans de travaux forcés. C'est un film sur le pardon, la justice, la rédemption. Voilà, Ah c'est oui, des thèmes un qui peu- nous sont chers. Voilà. Et puis, il y a aussi un biopic, Franz K, de Agnieszka Holland, avec Idan Weiss. C'est un film biographique qui retrace la vie de Franz Kafka, de son enfance à Prague jusqu'à sa mort à Vienne. C'est une vie qui a été marquée par des relations amoureuses compliquées, on va dire. Oui. Voilà un À portrait décalé et insolite de Franz Kafka à voir. Merci Lynn Toubiana, merci beaucoup aussi Pascal Elbé d'être venu. Quand vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu dans le C'est studio très de Radio gentil. J. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci Pascal.